C'est l'émission préférée de ton catcheur préféré. Bienvenue au bord du riz, l'émission qui parle, qui analyse, qui débriefe et qui rigole de l'actualité du catch. Et aujourd'hui, grosse vidéo parce que le sujet est assez intéressant. Peut-on considérer John Cena comme le GOAT ultime de catch, du catch, pas de la WWE exclusivement, mais du catch dans sa globalité, avec toutes les fédérations qu'on a pu connaître, toutes les légendes qu'on a pu voir fouler les rings de toutes les fédérations qui ont pu exister depuis que le catch existe. Et pour m'accompagner, avant de présenter mon invité, Ibra, comment ça va? Moi ça va, et toi comment ça va? Tranquille et toi? Ça fait longtemps. Ouais, ça va. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Un petit temps, voilà. On a fait une petite escapade. Voilà, et on est prêt. Notre invité Nico, comment ça va? Ça va toi? Tranquille. Ça va mon gars, prêt à parler là, prêt à débattre. Est-ce que Nico, en quelques mots, tu peux te présenter pour... Ouais bien sûr, du coup je m'appelle Nico, j'ai 30 ans et je fais des contenus catch depuis maintenant 2 ans, mais la création de contenu depuis plus d'une dizaine d'années, mais j'ai essuyé beaucoup trop d'échecs. Du coup je me suis relancé dans le catch et du coup je suis principalement sur TikTok, Twitch et YouTube, on essaye. Hein. Exactement, et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Avec plaisir. On a eu pas mal d'invités, mais t'es le premier invité vraiment qui vient catch, qui a de la création de contenu sur le catch. Et aujourd'hui, on va parler de John Cena, un personnage que tu détestes. Exactement, c'est le catcheur que j'ai le plus détesté de toute ma vie en tant que catcheur, pas en tant qu'homme. Je parle vraiment catcheur, gimmick, tout ça. J'en ai pas détesté un plus que John Cena de toute ma vie. Toi, c'est ton préféré. Oui. C'est la personne que j'ai le plus aimé dans le catch. J'ai jamais aimé autant quelqu'un dans le catch que John Cena. Il m'a fait permettre de regarder le catch et plein de choses, aspect comportemental, aspect motivation, où il m'a beaucoup inspiré. Et moi, je le considère comme le GOAT pour tout ce qu'il a accompli dans son histoire. Mais là, la première question, Nico, même si tu le détestes, est-ce qu'on peut, dans tous les catcheurs et légendes qu'on a connus, mettre John Cena déjà dans le Mont Rushmore? Ah mais clairement, si on est objectif, si on fait un Mont Rushmore objectif, si on met pas John Cena, c'est qu'on n'est pas objectif. C'est obligé de le mettre pour tout ce qu'il a accompli, tout l'héritage qu'il a et tout ce qu'il a pu apporter en termes de code à la WWE qui était nécessaire à une époque où les codes étaient en perdition justement. Donc oui, si on met pas John Cena dans un Mont Rushmore, on n'est pas objectif. Alors que je le déteste, mais il est obligé d'y être pour moi. Et toi? Bien sûr. Que ce soit objectivement ou subjectivement, je le mettrais dans mon Mont Rushmore. C'est un talent générationnel, donc je vois pas pourquoi on le mettrait pas. Tu le mets en premier, non ou... Non. Je le mets pas en premier. Ok. Je mettrais Ric Flair en premier. Ok. Pour d'autres raisons, mais je mettrais Ric Flair en premier. Du coup, c'est pas le GOAT. Je veux pas dire que c'est... Tu as demandé si c'était le GOAT dans tout le catch. Ouais. C'est pas le GOAT pour moi dans tout le catch, mais la WWE, oui. Pourquoi c'est pas le GOAT dans tout le catch? Parce que, tu vois, Steven Gerrard. On va parler de foot. Il y a un et si Steven Gerrard allait dans un autre club. Ah, Chelsea par exemple, ouais. Steven Gerrard n'a jamais quitté Liverpool, en tout cas de ce qu'on sait. Ouais. Après, je crois qu'il est parti aux États-Unis, mais bon. Il y a cette théorie-là où on se dit, en fait, John Cena, on l'a pas vu autre part que la WWE. La WWE, il faut bien penser que le catch ne représente pas forcément que la WWE. Je peux comprendre qu'il représente une grande partie du catch par son influence, mais si on prend tout le catch, je ne peux pas penser que John Cena est le GOAT de tout le catch. Parce qu'il y a d'autres aspects qu'on peut parler niveau John Cena, où il y a des aspects il est un peu moins bien que d'autres aspects. Donc je peux pas dire que c'est un GOAT, parce qu'un GOAT ça englobe tout. Tous ces aspects in-ring, l'aspect micro, l'aspect charisme, l'aspect psychologie, et d'autres aspects où il n'est pas le GOAT. Mais à la WWE aussi. Contre la WWE, je vois pas autre personne qui peut être au-dessus de lui. Il y a qui est au-dessus de lui à la WWE? Si tu dis Roman Reigns. Il y a peut-être un indice sur mon t-shirt. Qui est pour moi le seul qui est au-dessus de lui. Si je prends toute la WWE, je mets John Cena en top 2 sans aucun problème. Okay. Mais sur une échelle de grandeur, il arrive à peine au tibia de Stone Cold. Waouh! À peine au tibia de Stone Cold Steve Austin. À peine. C'est des genoux pétés là. Mais c'est le seul qui arrive au tibia de Stone Cold parce que celui que je mets en 3e position, ça va être Hulk Hogan de manière objective. Là, c'est pas mon top personnel parce que mon top personnel, il n'y a ni Hulk Hogan ni John Cena. Mais objectivement, c'est Hulk Hogan qui arrive après et lui, il arrive à peine à l'onde de pied de Stone Cold. Oula! Donc vraiment, John Cena, c'est-à-dire que je le mets très haut dans mon estime alors qu'encore une fois, je le déteste. Mais Stone Cold, il est dans la stratosphère. Est-ce qu'il y a l'aspect subjectif qui est présent? L'aspect subjectif joue peut-être un tout petit peu parce que j'ai grandi pendant la team. Il y en a toujours
toujours un petit peu. Et tu vois, j'ai grandi pendant l'Attitude Era et j'ai connu le catch en 1997. Donc du coup, à la jeunesse de Stone Cold J'ai Steve même pas Austin. envisagé. Moi aussi. Après, j'avoue, j'avais 3 ans. Tu vois, mon père, en gros, la petite histoire, mon premier match, c'est Undertaker, Shawn Michaels et Lino Cell, les débuts de Kane. Bad Blood. Bad Blood. Et T'avais 3 ans et tu t'en souviens? le seul souvenir que j'ai de ce match, c'est l'entrance de Kane, genre quand tu le vois arriver. C'est Ok. c'est la seule image que j'ai de ce Ok. match. Sauf que ça m'a totalement happé. Ouais. Et du coup, j'ai continué de suivre. Et mon Ouais. père, il me chopait les shows WWF de l'époque, pendant que lui regardait WCW. D'accord. Du coup, j'avais, juste parce que tu parlais de Ric Flair, du coup, j'avais un petit œil sur ce qui se passait de l'autre côté. Et quand t'es petit, tu prends le truc comme ça vient, tu comprends pas ce qui se passe, tu regardes juste les personnages qui te font kiffer. Bien sûr. Et à 3 ans, Stone Cold il m'a happé. Alors que j'étais pas la cible, tu vois. Coupe du Monde 98, je faisais des doigts d'honneur devant la finale, comme Stone Cold. Pendant que les mecs qui jouaient au foot, je comprenais rien au foot, mais je faisais des doigts d'honneur comme Stone Cold, tu vois. Et du coup, donc forcément, il y a une partie de subjectivité. Mais objectivement, Stone Cold, l'impact qu'il a eu culturellement, alors qu'il est quand même resté très cantonné catch WWE, alors que John Cena, Hulk Hogan, et le quatrième que je mets objectivement dans un Mont Rushmore, c'est Roman Reigns, Yes. ils sont extrêmement coincés dans WWE, même s'ils essayent un peu d'en sortir. Ils sont beaucoup plus coincés ils sont beaucoup plus sortis WWE à part Roman Reigns, alors que Stone Cold, en faisant que WWE et 2-3 films à droite à gauche qui étaient catastrophiques, il a un impact culturel. Tu vas aux États-Unis, il y a des fresques de Stone Cold peintes sur les murs. Il n'y a pas ça de John Cena. Tu vas à Little Havana, à Miami, t'as un gros truc de Stone Cold à côté de Pitbull. Mais dans le monde. Et dans le monde, tu dis Stone Cold à mes parents, ils savent qui il est. Tu dis John Cena à mes parents, ils savent qui il est parce qu'il a fait des films, pas par rapport au catch. Ouh, ah, Oula. Là, pas d'accord. Je te parle de mes parents. Je te parle de mes parents. Oui. Ouais, mais moi, ma mère, je lui dis John Cena et c'est par rapport au catch. C'est peut-être générationnel aussi, tu vois. Et le truc, c'est que Stone Cold, il a eu un impact à un moment où ce qu'il a laissé derrière lui a permis de construire des choses. Là où John Cena, ce qu'il a laissé derrière lui, il a eu besoin de le reconstruire à 100%. Parce que ce qu'il a laissé derrière lui, c'est une WWE qui était en train de chuter, et il s'est barré. Et du coup, il a traversé une espèce de période noire après son départ, très compliqué. J'englobe large parce qu'il y a eu des choses positives quand même à ce moment-là, de 2016 à 2020. C'est la période large où John Cena, il commence un peu à partir, réellement. Et il la laisse, la WWE, dans un état en lambeaux. Mais est-ce que c'est par rapport au fait qu'il soit parti justement que la WWE est en lambeaux? Du coup, ça a montré qu'en fait WWE était porté par ce John Cena là. C'est une bonne réflexion, mais du coup, je pense que non, puisqu'à ce moment-là, John Cena était déjà vachement en retrait, comparé à ce qu'il pouvait l'être avant, tu vois. Il était plus le top main eventer, il laissait sa place aux autres. Sauf qu'il a laissé sa place aux autres sans les préparer, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il a mis une WWE dans un état qui était en train de chuter, et il s'est dit, tu sais quoi, il y a les nouveaux, ils se débrouillent, et je reviens de temps en temps, et je fais ce que j'ai à faire. Là où Stone Cold, quand il est parti, c'est post-Attitude Era, donc il a eu besoin de faire une transition, mais derrière la Ruthless Aggression Era, c'était quelque chose de très solide. C'est-à-dire qu'il est parti avec des fondations solides pour derrière. Est-ce que c'est lui qui est parti ou c'est le produit qui était comme ça? Parce que Stone Cold, je sais que, en tout cas, les dernières années où il était là, si on parle de Stone Cold en lui-même, les choses qu'il a pu faire pour la nouvelle génération, je pense qu'il a fait un bras d'honneur à la nouvelle génération. Ah, totalement. Il a fait un grand bras d'honneur à Brock Lesnar, et je l'en remercie encore aujourd'hui pour ça. Mais il a Du coup, laissé ça vient pas forcément de lui, ça vient du produit en lui-même. le produit en lui-même. Il est à cet état-là, pourquoi? Qui a lancé ça? Qui a lancé l'Attitude Era? Quelle est la première pierre à l'édifice de l'Attitude Era? Ouais. Stone Cold Steve Austin dans le produit. Non, c'est Vince. C'est Vince. C'est Stone Cold Steve Austin dans le produit. Oui, mais c'est Vince qui a Et même Vince dans le produit. Oui, mais après, C'est Parce que inclus dans le produit. c'est comme si on disait qui a l'initiative du Tribal Chief. Bah, c'est Vince. Alors si tu veux aller par là, la WWE, quand John Cena la quitte, c'est à cause de Vince. Mais c'est John Cena qui a créé des nouveaux codes, etc. Là, on va enlever Vince de l'équation, même si c'est lui qui... quand même. Ouais, mais si c'est lui qui prend... Bah, du coup, c'est lui le GOAT du Mont Rushmore, vu que c'est lui qui a tout fait. Là, on parle de catcheur. On parle de catcheur et de l'impact du catcheur dans le produit. On parle d'influence là plutôt. Bah, moi, je parle du catcheur et de l'influence dans le produit. Par Et exemple- comme il a laissé, c'est ce que je disais sur John Cena, tu vois. Par exemple, si on parle d'influence vraiment, Vince McMahon, on peut pas le mettre numéro 1, tu vois. Mais là, on parle de catcheur en lui-même. Vince McMahon, c'était pas un catcheur. Bah oui, bah c'est pour ça. Moi, je n'inclus pas Vince McMahon dans le débat. C'est pour ça que vous m'avez dit c'est Vince McMahon qui a créé le truc. C'est Vince McMahon et toutes les équipes qui étaient à l'initiative derrière. Mais dans le produit, Vince McMahon, il peut faire ce qu'il veut. À ce moment-là, s'il n'a pas un Stone Cold,
Oui. C'est très compliqué pour lui. c'est comme Et, entraîner un et joueur. sans le Stone Cold, derrière, t'as pas d'X qui se forme. T'as Triple H qui reste un aristocrate. T'as Shawn Michaels qui devient pas le main eventer qu'il est grâce à tout ce qu'il peut apporter derrière. T'as Bret Hart, t'as Mankind, un personnage totalement secondaire qui devient ultra important parce que les codes correspondent. Les champions du monde. Undertaker, si on est honnête, sans l'attitude era, Undertaker et son personnage de croque-mitaine, ça aurait été très compliqué. Du coup, t'as tous ces trucs-là qui sont créés grâce à Stone Cold. The Rock est créé grâce à Stone Cold. De base, c'est Rocky Maivia. Si t'as pas un personnage comme Stone Cold, t'as pas le personnage de The Rock qui intervient derrière. Du coup, c'est par rapport à tout ça que je dis Stone Cold, il a lancé le truc et il a laissé un héritage qui fait que il a installé tous ces nouveaux codes parce qu'avant la New Generation de Shawn Michaels c'était entre deux et avant la Golden Era de Hulk Hogan. Et les codes étaient totalement différents. Mais si on prend au-delà de la WWE, tu mets qui devant lui? À part Ric Flair. Et je mettrais, je pense, malheureusement, avec un grand désarroi, une grande tristesse, Hulk Hogan. je mettrais ce mec. Je pense que je mettais ce mec parce que ce qu'il a apporté aussi à la WCW, et le move qu'il a pu faire, c'est légendaire, c'est intemporel, et malheureusement, même par rapport à l'aspect culturel, Hulk Hogan, c'est quelque chose. Ouais, c'est le premier catcheur qui fait des films. C'est quelque chose, Hulk On Hogan. parlait de nos parents, Hulk Hogan, ils connaissent. Bien sûr. C'est quelque chose. Moi, je connais plein de personnes qui ne connaissent même pas son vrai nom, mais qui savent que c'est Hulk Hogan et qui fait des trucs comme ça. La moustache. La moustache. Le jaune, le rouge, Hulkamania. Donc l'influence qu'il a eu sur la pop culture, c'est énorme. Donc je mettrais Ric Flair et Hulk Hogan, et après je mettrais John Cena. Et toi, dans la globalité, si on enlève le prisme WWE, à qui est devant lui? Ouais, alors, pour le coup, le catch japonais, j'avoue, je connais pas du tout. Moi, je mettrais quelqu'un dans le catch japonais dans mon top 4. Moi aussi. Mais je vous le dirai après. Vas-y. Et moi, du coup, le catch japonais, tu vois, genre, j'ai très très peu de connaissances du catch japonais. Quand j'étais petit, le truc tribalisme, ça faisait partie de moi quand j'étais petit. T'étais soit WWF, soit WCW. C'est-à-dire que pour moi, le tribalisme fait partie de ma culture catch à la base. C'est-à-dire que j'ai été WWF/WWE pendant très longtemps. D'accord. TNA est arrivé, je crachais sur TNA parce que Team WWE, mais je m'y suis renseigné. Et je vous avoue que quand Kurt Angle va à la TNA, c'est là que j'ai commencé à vraiment vouloir ce qui se passait là-bas, parce que Kurt Angle, j'aime trop. Et là, j'ai découvert les J-Size, Samoa Joe, Christopher Daniels, etc. Et j'ai commencé à me dire, en vrai, c'est peut-être bien ce qui se fait ailleurs. Mais je suis resté très nord-américain. Du coup, je vais pas pouvoir parler de catcheurs japonais. Et effectivement, dans un top objectif, il y a Stone Cold, Hulk Hogan, obligatoire pour tout ce que tu as dit. Ric Flair pour tout ce qu'il a accompli en dehors WWE. Et je pense, et là c'est peut-être un peu bête de dire ça parce que mon prisme est trop limité nord-américain, mais je mettrais Sting. Parce que Sting c'est devenu une légende intemporelle, même dans la pop culture il a eu un vrai impact, alors que honnêtement il a rien fait à la WWE, il a fait un match et voilà, il s'est construit en dehors de WWE et je sais pas si dans le catch nord-américain ça aurait été possible à cette époque-là surtout de pouvoir le faire. Aujourd'hui il y a beaucoup de produits en dehors de WWE, WWE a une énorme exposition aussi, Sans la WWE. voilà, tu peux plus facilement aujourd'hui en tout cas qu'à l'époque, genre mon exemple d'un AJ Styles qui se fait en dehors, il arrive, c'est une légende, à l'époque en dehors de WWE, t'avais rien. Et Sting, WCW, il est resté là-dedans. Il a fait TNA, derrière, il a fait TNA. Bah, c'est ça, tu vois. Et du coup, pour moi, je mettrais Sting quand même parce que c'est. Les gens le mettent au niveau d'icône, au niveau de l'Undertaker, tu vois. Alors qu'Undertaker, c'est full WWE et Sting, c'est full en dehors. Du coup, je pense que je mettrais Sting. Ouais, moi, je mettrais Ric Flair parce que trop fort. Parce qu'il a tout fait et parce que la NWA, il était connu avant de venir à la WWE. La WCW était monstrueux. Tu parlais de Sting, ses rivalités avec Sting, elles sont légendaires. Et derrière, quand il vient à la WWE, c'est monstrueux. Et les gens oublient peut-être de le dire, il est 2 fois Hall of Fame. Et c'est quand on parlait de Ric Flair, au-delà du parler de, oui, il a son record de 16 fois champion du monde. Évolution. Et qu'est-ce qu'on disait aussi? Les Four Horsemen. Les Four Horsemen. Et qu'est-ce que disait Christophe Ajus? Il est 2 fois Hall of Fame. C'est le seul qui l'a fait. Personne ne l'a fait avant lui. Bon, maintenant, c'est devenu un petit peu bidon. Parce que même Booker T est 2 fois Hall of Fame. Alors attention, hein. Oui, mais bon, par rapport à Ric Flair, bon, quand on dit que Ric Flair est 2 fois Hall of Fame, tu sais c'est qui? Tu sais c'est qui le bonhomme? Demain, tu me dis Triple H est 2 fois Hall of Fame, je te dis ok, pourquoi pas. Et c'est tout seul. C'est pas parce qu'on a rajouté un clan mystique. Donc, Ric Flair devant, malheureusement, il y a eu le Hogan et Antonio Inoki. Ok, je vois pourquoi tu dis Antonio Inoki. Parce que c'est une des seules superstars. Il y a peut-être Brock Lesnar qui a réussi à le faire,
dans la boxe, dans le MMA et dans tous les sports de combat, tu sais qui est Antonio Inoki. C'est vrai. C'est la première superstar où, à part d'être dans les films, dans la pop culture, c'est la première superstar dans les sports considérés comme des vrais sports de combat. C'est vrai. Et ben, il a un respect immense dans la manière dont on peut parler d'Antonio Inoki. Il a pas fait de la politique aussi? Je Oui, crois. il a fait de la politique. Il a fait de la politique. Le délire en Corée du Nord et tout, ça partait de lui. Hein. Ouais, Avec Ric Flair, justement. Il s'est pas battu comme Mohamed Ali? si. Il s'est battu contre Mohamed Ali. C'est quelqu'un qui a totalement transcendé ce qu'on pouvait penser d'un catcheur à l'époque. C'est vrai. Aujourd'hui, bon, demain, voilà. Aujourd'hui, à Brock Lesnar, il a fini champion du monde de l'UFC. Il avait sa formation à la NCAA où il a été champion. Donc, ça a aussi renforcé un peu ce prisme de un catcheur, c'est pas forcément qu'un acteur. Hein. S'il peut te battre à la bagarre, il peut le faire. Voilà. S'il peut devenir champion du monde dans un autre sport, il peut le faire aussi. C'est ça. Mais il y a comment on dit, un précurseur, c'est Antonio Inoki. Ouais, ça, c'est lui qui a imposé ces codes-là, tu vois. Exactement. C'est, à l'époque, ça commence dans les foires, après, ça commence à évoluer, comme tu dis, acteur. Et après, à l'époque, c'était très, oui, mais c'est fake, c'est fake, c'est fake, c'est fake. Ouais. Aujourd'hui, ça existe encore, hein, mais les gens disent encore ça, mais à l'époque, c'était encore plus fort. Et du coup, ces mecs-là, effectivement, ont permis de démocratiser le côté. C'est des vrais combattants malgré tout, et c'est vrai. Et pour le coup, tu vois, je disais, je connais pas du tout le catch japonais. Inoki, je sais qui c'est, C'est tu ça, vois. Donc, effectivement, oui. ce que tu dis, c'est très réel, tu vois. Moi, je regarde pas la NJP, à part, voilà, bon, 2016-2017, j'étais un petit peu branché, parce que Kenny Omega contre Kazuchika. Katsushika Okada, voilà, les matchs étaient exceptionnels. Mais c'est qui le japonais? C'était Antonio ou c'était C'est Okada? la dernière personne que tu as citée. Okada? Ouais. Ça se comprend. C'est. Et en fait, Est-ce le que c'est pire. pas le deuxième aussi après la génération Sting Ric Flair qui a réussi à se faire sans la WWE et pas en Amérique du Nord? C'est ça. Et c'est ça qui est remarquable. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que c'est un catcheur en activité. Oui. Tu te rends compte, on est en 2025, 25. il a 35 ans. Ah bon? Il a 35 ans, Il a Okada. 35 ans, Okada. C'est tout? C'est un 90. Okada, c'est un 90. Il a 35 ans. Il a 35 ans. Je pense qu'il avait genre 45 ans. Il a 35 ans et la longévité des Japonais, frère, qui va catcher jusqu'à, je pense, il a 20 ans encore en lui, tu vois. Et ce qu'il a accompli dans les années 2010, il y a eu une certaine révolution. Du catch, en tout cas la NJPW, ouais, avec des matchs contre Kenny Omega aussi. On a Oh là là. un incroyable match contre. Oula, le nom Katsuri se perd. Shibata? Shibata, exactement. Il y a des matchs contre Suzuki qui sont intéressants. C'est une légende vivante. Niveau catch, c'est une légende vivante. Peut-être pas dans la pop culture, Ça dépend. En vrai, ça dépend. Parce que pas autant que les autres. au Japon, en Les tout cas, trois autres, c'est tu vois. très influent. Par exemple, je vais C'est prendre ça. l'exemple dans Yakuza, c'est un jeu vidéo. T'as Okada qui met des C'est Rick ça. Baker dedans, tu vois. C'est ça. Ouais. Genre, alors que Yakuza, c'est vraiment très ancré culture japonaise, Exactement. le Yakuza, etc. C'est pour ça que les jeux d'ailleurs ne sortaient pas en dehors du Japon et étaient seulement sous-titrés en anglais pendant des années. Et dedans, t'as Okada. Aujourd'hui, il y a Samoa Joe dans le dernier qui est sorti. Ouais, ouais, j'ai vu. Mais de base, c'est Okada, tu C'est vois. ça. Donc, c'est vrai qu'Okada, dans la culture japonaise, c'est très très fort. Moi, Okada, pour moi, il a toute sa place dans mon Rushmore global parce que les gens qui ne regardaient pas le catch japonais, qui n'étaient pas forcément très intéressés ou qui ont eu des bribes par rapport à Antonio Inoki, C'est ça. et en fait, pour moi, en 2016-2017, il y a un avant et un après. Les gens ont commencé à suivre. Les gens se sont dit, ah mais en fait, les catcheurs japonais, ils ont un potentiel, ils ont un talent. Et pour moi, Okada, il avait tout ce que tu peux faire d'une grande superstar Exact. et tout ce qui aurait pu, tout ce que aurait adoré avoir Vince McMahon, tout ce qu'aurait pu adorer avoir Triple H, surtout Triple H, un charisme, une aura, un in-ring. Pour moi, c'est un des plus grands in-ring que j'ai pu voir de toute ma vie. J'ai jamais vu quelqu'un être aussi fort dans un ring et la manière dont il raconte les matchs, c'est le meilleur narrateur de combat de toute ma vie. Et bon, au micro, j'ai jamais pu jauger parce que je regardais que les matchs, mais ça doit être aussi quelque chose. Et je peux me permettre de te poser une question. Moi qui suis justement totalement extérieur au catch japonais, les retours que j'ai d'Okada, c'est 50-50. C'est soit on me dit c'est le plus grand de tous les temps japonais, Ouais. soit on me dit c'est la plus grande fraude de tous les temps qui sait pas se battre dans un ring, qui est catastrophique et qui est nul à chier dans un ring. Ouais, Qui a dit ça j'ai- Regarde, j'ai je des vais centaines faire de- une liste de contacts sur toutes les personnes qui t'ont dit ça. Je vais tous les appeler un par. Sur mes streams, j'ai des centaines de personnes qui m'ont dit ça. Genre vraiment qui m'ont dit Fraude sur le ring. c'est soit l'un soit l'autre. Oh, mon Dieu. Et c'est vraiment c'est soit Une tout, soit fraude rien. sur le ring. En plus, tu peux pas- Je sais pas, j'ai jamais vu. Enfin, je peux pas jauger. T'es obligé de regarder un match pour voir vrai. si c'est une fraude sur le ring. Mais une fraude sur le ring, vous savez c'est qui Kazuchika Okada? alors, dire que Kazuchika Okada. Mais là on parle pas de de Yoshitatsu là. C'est quoi? C'est pour dire qu'ils divisent de fou. Parce que moi, les retours qu'on a fait d'Okada, c'est soit comme vous,
soit l'extrême opposé, et il n'y a pas de mecs qui m'ont dit Okada, vas-y, c'est cool, ou Okada, je me fous un peu. C'est soit c'est le plus grand de tous les temps, soit c'est la plus grande catastrophe de tous les temps. En fait, je peux comprendre ce genre de comparaison parce que les gens, malheureusement, vu qu'on va dire quelqu'un c'est la plus grande superstar de tous les temps, vu que pour eux c'est pas la plus grande superstar de tous les temps et qu'ils vont voir qu'il a un catch très bon, ils vont dire bon, en fait c'est une fraude, il est surcoté. En gros, il a dit c'est Randy Orton sans le talent, grosso modo. Voilà ce qu'on dit souvent. Et là, c'est pas mes propos à moi, c'est des propos qu'on m'a fait de retour parce que moi, je ne sais pas, enfin, je sais qu'il est Okada, mais je me suis jamais intéressé à sa carrière, à son ring, ce qu'il peut proposer. Depuis qu'il est à la WWE, il est arrivé au moment où j'avais lâché le produit. Du coup, je sais pas du tout ce que fait Okada. Et c'est pour ça que tu vois, je t'entends dire ça. J'ai entendu dire ça, mais j'ai aussi quasiment, à peine moins de fois entendu, c'est la plus grande fraude de tous les temps. C'est Randy Orton sans le talent. Moi, ça me choque que déjà Kazuchika Okada met une danse à Randy Orton, mais bon, ça, c'est un autre débat. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'ils font des dropkicks. Parce que Randy Orton fait des dropkicks, ils se disent faut un mec qui fait des dropkicks. Mais c'est quoi ça? Peut-être, je t'avoue, je sais pas. Je pourrais pas Ils dire. sont saison sur Twitch. Si vous pensez ça, s'il vous plaît, je fais un appel à la caméra. Si vous pensez ça, venez dans les commentaires sur YouTube Les gens de ma et commune. mettez votre numéro de téléphone. Allez sous les commentaires ceux qui m'ont dit qu'Okada la plus grande fraude de tous les temps, donnez vos arguments. Moi je peux pas les donner, je les connais pas. Ah, mais en fait, Dites-moi. peu importe les arguments, Okada n'est pas une fraude sur le ring. C'est impossible, c'est inconcevable. Il y a personne. Mais je jure, c'est la dernière personne à qui on peut dire ça. Mais c'est une dinguerie. Ok, John Cena. Et encore, John Cena, je le porte dans mon cœur. Ok, vas-y, c'est une fraude. Vas-y, pourquoi allez, John Cena, on peut le dire. Vas-y. Allez, Roman Reigns. Roman Reigns, On peut le dire, vas-y. Cody Rhodes, on l'a déjà dit. Bon, Jey Uso, c'est la charge chaque semaine. Là ça a fait, là par contre. Mais ouais, voilà, mais Okada. même ses highlights, c'est exceptionnel. Alors qu'on peut faire raconter n'importe quoi des highlights. Hein. Tu peux dire que Jey Uso est un excellent catcheur grâce à des highlights. Mais Okada, même avec des highlights, c'est un catcheur exceptionnel. Okay. Sur le ring, c'est un monstre. Et waouh, déjà, le comparer à Randy Orton, c'est un manque de respect pour Okada. Ça, je l'ai souvent vu. En fait, en gros, quand Okada était signé à la WWE, moi qui ne le connaissais que de nom, j'ai demandé aux gens un peu, du coup, Okada, qu'est-ce qu'il peut apporter. Et beaucoup me disaient, en gros, tu vois, Randy Orton, c'est ça, mais sans le talent. C'est terrible. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, c'est pas genre 2-3, parce qu'il y en a toujours 2-3. Là, c'est. Une secte. Et ça aussi, c'est le tribalisme qui fait ça. Hein. C'est le tribalisme. Genre, serait vous de WWE, tu penses qu'ils auraient pas dit ça? Bien sûr. Okada, il a la WWE, il était dans le Rushmore. Tu vois ce qui s'est passé avec Rey Fenix contre Nathan Fraser? Ouais. Ah oui, quand ça a taillé Nathan Fraser? Non, ça a dit que c'était bien. Oui, voilà. Ça a dit que c'était bien. Si c'était à la WWE, ça aurait dit que c'était la gymnastique. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. C'est quand Nathan Fraser, il faisait que d'esquiver Rey Fenix. Et ça, il le fait à tous les matchs, Nathan Fraser. Ah, il le fait souvent. Tac, après il va à gauche. C'est très bien. J'aime trop Nathan Fraser. Mais en plus, Okada, ce qui est bien, c'est que physiquement, par rapport aux autres japonais, il est grand. Il est balèze. Très très grand par rapport. Grand, il est beau, il a une teinture blonde. En fait, il choque. Il change totalement les codes. Bon, les codes, totalement, ça dépend parce qu'il n'a pas de tatouage, vu que c'est un peu mal vu au Japon, mais il transcende les codes. Il est blond, il est grand, il est baraqué. C'est quoi son style dans le ring? C'est un complet. Complet, c'est tout faire. Il n'est pas que Steve comme beaucoup de Japonais ou que full aérien comme beaucoup de Japonais. Il a vraiment, dans le mot complet, je sais pas expliquer, oui aussi, mais je pense que c'est le catcheur le plus complet de l'histoire. Où tu vois un Ospreay qui a un style un peu plus aérien, tu vois un Omega qui a un style un peu plus aérien, mais il y a que Brian qui regarde dans les yeux. Brian a un style un peu plus technique qu'Okada. Oui, mais il n'y a que lui qui le regarde. Ah oui. Et leur match qui a à Wrestle Kingdom qui est très bon. Non, c'est le plus grand, pour moi, c'est le plus grand catcheur de tous les temps. Après, c'est subjectif, mais je mettrais Okada en 2, par exemple. Tu mets Brian en 1 et Okada en 2. C'est ça, okay. Pour l'aspect complet. Parce qu'Okada, on n'arrive même pas à déterminer son style. Je te parle sérieux. Il peut te faire des topés, il peut te faire des trucs. Et c'est le catcheur qui s'adapte le mieux au catcheur qu'il a en face. C'est ça. N'importe quoi, tu le détestes, mais un peu un Seth Rollins. Oui. Je ne déteste plus. Enfin, je l'ai jamais détesté. Moi, j'aime pas le l'agenda quand même. C'est juste. Tu vois, il y a des gens, tu les rencontres dans la vie, t'es au travail et tout. Ça passe pas. Ça passe pas, sa gueule, elle passe pas, tu vois. Mais je respecte Seth Rollins. Ouais, du coup, donc celui qui s'en rapprocherait le plus, on dirait un Seth Rollins pour le catcheur américain de WWE. Si on prend pour terminer, un Mont Rushmore global, il est combien, John Cena? John Cena global. Est-ce qu'il est d'homme? Moi, je mets pas moi dans le global. Oula. Je mets Sting, Ric Flair, Hulk Hogan et Stone Cold. Ok, d'accord, il est pas. Mais il est 5ème. Ça va. Genre, il est au pied de la montagne. Il est au pied de la montagne, et si jamais Hulk Hogan, sa statue s'écroule enfin, on pourra mettre John Cena à sa place. Mais genre, dans un ordre, je pense que je mettrais sûrement Ric Flair en premier, pour tout ce que tu as dit. Et
l'autre chose aussi que j'ai envie de préciser, c'est que quand Ric Flair il arrive à la WWE, c'est déjà une légende. Oui. Et en étant déjà une légende, il crée un groupe qui te crée une légende qui est Randy Orton et une semi-légende qui est Batista. Et même quand il vient à la WWE dans les années 90, c'est déjà une légende. C'est pour ça. Et Quand il arrive, vite. oui, déjà à l'époque début 90, c'est déjà une légende. Et aujourd'hui, Ric Flair, là, on parlait de pop culture. C'est le genre le plus drip de tous les temps. Il est dans tous les clips de rap. Il y a des sons qui s'appellent Ric Flair Drip, littéralement. Genre, il a Le son, transcendé je crois, le tout. plus streamé de. C'est quoi, le Young Thug? C'est qui? Je sais plus. Ah, tu parles musique, moi, ouais. Je sais plus. Mais du coup, tu vois, genre Ric Flair, il a fait une dinguerie. Hulk Hogan, c'était de la pop culture mythique, tu vois. Genre, c'était les films série B, les trucs à la et con. quand il est dans Rocky 3, je crois, face à Rocky Balboa, bon, bah là, t'exploses. Ouais, mais parce que Mr. T en plus à l'époque, etc., WrestleMania, tout ça, effectivement. Mais si tu prends l'image de Hulk Hogan au global dans la pop culture Oula. et l'image de Ric Flair dans la pop culture, Bah, il y en a un qui est raciste et. là, du coup, on va au-delà de la pop culture, on parle de l'humain, tu vois. Mais là, si on reste vraiment dans la pop culture pure, genre Ric Flair, il a cette aura mystique Ouais. de méga star. Et les entrées. Les entrées, la musique, la dégaine, sa façon de parler, ce qu'il dégage, même si, vas-y, ces dernières années, il est vieux, il fait un peu n'importe quoi, comparé à Hulk Hogan, qui à l'époque, c'était Monsieur Lui qui joue blablabla et qui a fait des pubs marrantes au Japon, tu vois. Ouais. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je mets Ric Flair devant. En deuxième, je mets Stone Cold. J'ai pas envie de mettre Hulk Hogan. Après, je mettrai Sting et après, je mettrai Hulk Hogan. Parce que ça me fait chier de mettre Hulk Hogan au-dessus. Et Sting, je trouve que ce qu'il a accompli, en plus WCW, tu vois, tu parlais de Hulk Hogan NWO à l'époque, mais du coup, l'anti-NWO, c'était Sting. Ouais, c'était Sting. Sans Sting, ça se trouve que la NWO n'est pas non plus aussi impactante parce qu'il fallait un anti, comme pour tout. Exactement. Et du coup, être un anti-Hulk Hogan alors que t'as jamais mis un pied à la WWF et dans les années 90, faut le faire. Du coup, je mettrai Sting devant. Et toi, au global? Je mets Ric Flair, soit je mets Hulk Hogan, soit je mets John Cena en 2. Ok. Et après? Et après, je mets le 4ème Okada. Donc ça fait Flair, Cena. Ou l'ordre, Cena, soit Hogan, Hogan. soit Cena, soit Cena, soit Hogan. Par rapport à Cena, en vrai, du coup, au niveau des arguments Ouais. du Maurice parce qu'on en a pas parlé, tu le mets très haut. Pourquoi Je le mettrais ou non? Je le mets très haut, c'est vraiment pour cet aspect mentalité. L'influence qu'il a eu, en tout cas sur les gens, sur ses actes qu'il a pu faire en bien, les Make-A-Wish, etc., les actes qu'il a pu faire en bien globalement, et son influence dans la positivité, dans l'aspect de jamais abandonner, l'aspect, voilà, on doit tout donner, et aussi peut-être c'est un aspect personnel. Moi je sais que sur John Cena, il n'y a pas de truc de catch, par exemple. Oui. Sur John Cena, je regarde pas de catch. C'est lui qui m'a fait découvrir le catch, c'est lui... Ça joue, Voilà. forcément. Moi, C'est- pareil avec Stone Cold, bah, du coup, je comprends. C'est un aspect émotionnel. Par exemple, si j'allais pas bien, j'ai regardé des compilations de John Cena. Ah, je comprends. Ses meilleures victoires, ses trucs, ses meilleures promos. C'était ton refuge. Ah oui. Moi, je le mets premier, John Cena, parce que sur la longévité, il a été présent. John Cena est plus connu que certains pays. C'est une dinguerie, ça. Je veux pas dire les pays, En mais fait, on va pas dire pour pas avoir de problème, mais Oui. moi, je le mets premier, même en global, parce que il est très complet dans son ring, même si, bon, par moment, il faisait toujours les mêmes prises. Il a eu cette énorme longévité. C'est pour moi un des seuls catcheurs, avec d'autres, mais sur cette génération du 21e siècle, qui est capable de s'asseoir à la table des plus grands sportifs de tous les temps, c'est-à-dire que des LeBron James, des Cristiano Ronaldo, des C'est Lionel vrai. Messi. c'est vrai. Et s'il veut, il s'assoit à sa table et il dit, mon gars, je suis plus connu que toi, voire autant connu que toi. Et en fait, dans l'influence qu'il a eue sur la pop culture, dans la manière dont il a réussi à être cette idole pour les enfants, cette influence C'est ça. dans la manière dont il a réussi à transformer certaines personnes. C'est ça. T'as une dépression, tu vois John Cena il fait une promo, bah derrière tu peux aller beaucoup mieux. Et carrément c'est une superstar, on a dit hey John va annoncer que Ben Laden il est décédé. C'est vrai. À quel point c'est une personne C'est qui vrai. en fait à une certaine époque, peut-être 2015 après la rivalité face à Rousseff, un peu comme Kylian Mbappé à la Coupe du Monde 2022, il se présente aux élections, il est président. Voilà, c'est des personnes, ils ont atteint un tel degré d'influence, tu le mets au bon endroit au moment, ils deviennent président et après ils font ce qu'ils veulent du pays, mais Du coup, avec cet argument, The Rock. Non. Parce que The Rock, il se présente à la souvent, je pense présidence en qu'il gagne. 2020, il est élu. Il- The Rock, en dehors du catch, l'influence, c'est même au-dessus de John Cena aujourd'hui, il tu a une vois. grande influence, C'est vrai. mais pour moi, The Rock, après, parce qu'il était plus trop là, mais The Rock n'a pas eu la même influence qu'il a eu à mon enfance. Et The Rock, c'est court, Il n'y surtout. a pas eu d'accomplissement aussi. The Rock, c'est très court. Après, je mettrais. Comme Stone Cold. hein. En vrai, souvent quand j'ai ce débat, je capte la différence, je vais pas dire générationnelle, mais on n'a pas grandi avec le même catch, entre guillemets, ou par exemple,
les gens qui ont connu Stone Cold, c'est même impensable de mettre quelqu'un d'autre à sa place en GOAT. Genre, l'idée de mettre quelqu'un d'autre à la place de Stone Cold, ça paraît limite indécent. Ouais, tu vois. vas-y. Et tous les gens, tous, il y a toujours des exceptions, bien sûr. Mais genre, tu vas aux États-Unis, je l'ai fait quand je suis allé à New York l'année dernière, au FanFest. Je posais la question, je dis c'est qui votre GOAT? Les top réponses aux États-Unis, c'est Stone Cold ou Undertaker. D'accord. Beaucoup de The Rock. Et ensuite John Cena. Attention, ça veut pas dire que je refais le sondage, John Cena n'est pas 3 ou 2e. Mais tu poses la question, Stone Cold, Taker, The Rock, les vieux vont dire Hulk Hogan, mais souvent ça se joue entre les 3, tu vois. Après, avec tout le respect, poser la question aux Américains aussi. Oui, voilà. Ouais, non, bien sûr, mais c'est pour dire, tu vois, genre, c'est aussi, je pense, une question, parce qu'au final, en France, les gens ont très peu connu Stone Cold, Oui, tu vois. oui. C'est vraiment poser les questions aux gens qui l'ont connu. Ouais, c'est vrai. Et bah, les gens qui ont connu Stone Cold en direct, tu leur dis c'est qui votre GOAT. Si tu dis quelqu'un d'autre de Stone Cold, ils vont te dire tu comprends rien du tout. Et du coup, c'est pour ça que le biais subjectif dont tu parlais, il est réel, tu vois. Parce que vous, John Cena, tout ce qu'il vous a apporté, moi, c'est tout ce que j'ai détesté chez ce mec toute ma vie. Parce qu'en fait, j'ai grandi avec l'Attitude Era et il y avait des codes pendant l'Attitude Era. Cena, il arrive, il a fait c'était cool. Je casse tout. Bravo. Je casse tout. Bravo, John. Sauf que moi, du coup, il a cassé mon enfance, en fait. Il a cassé mes codes. Et c'est devenu le super-héros, le super Cena. Ouais, il a cassé ton enfance. J'aimais beaucoup. La nôtre. Exactement. Et Oh, par contre, phrase. j'ai beaucoup aimé le Doctor of Thugonomics. Au début, j'aimais bien. The Marine, je commençais à me dire, là tu m'emmerdes, là tu fais le mec, oh je suis un militaire et tout le monde doit m'aimer parce que je suis le bon militaire. Et là, arrivé en 2010, Fruity Pebble, là, oh mec, c'est je pense le personnage de catch que j'ai le plus détesté de ma vie. Le personnage de catch, je parle pas de l'être humain parce qu'encore une fois, John Cena, je pense que sur cette planète, à part Keanu Reeves, il y a personne avec qui il peut parler, il y a personne d'autre qui peut lui parler dans les yeux, d'un point de vue de tout ce qu'il peut faire en dehors, d'utiliser son influence, comme vous dites, le make-a-wish, les discours de positivité sur les gens et tout. Tu vois des interviews de Cena, tu te sens inspiré. Mais moi, dans le catch, en tant que consommateur de catch, je le détestais au plus haut point. Mais quand je vous dis que je le détestais, c'était viscéral en moi. J'avais une haine physique envers lui dès que j'écoutais la première note de sa musique. Ouais, moi j'étais un John Cena sucks, fuck you Cena, Cena die, c'était moi toute ma vie. Raph, Toute ma vie. pour les capsules et tout, Raph, voilà, tu notes. On peut parler d'un aspect de Stone Cold qui est assez intéressant. Celui avec sa femme qui l'a tabassé. Non. Ok, parce que Un aspect très important de non, Stone parce Cold. que souvent les gens me donnent ça comme argument. Balance ça comme Mais ils connaissent pas l'histoire derrière de sa femme était violente, Oui, c'était oui. l'époque de ses blessures et je le pardonne pas, mais il prenait drogue plus alcool, donc il vrillait, il n'était plus lui-même. Il a fini par partir en cure de désintox, il a accepté de partir de la WWE. En gros, il a assumé les conséquences de ce qu'il a fait et sa femme a avoué des années plus tard qu'elle-même était très violente à l'époque et très toxique. Du coup, c'était une relation toxique. Elle l'a pardonné. Ok. On est qui nous pour le juger après, Bien vu sûr. qu'il a accepté les conséquences de ses actes. Attention. Je ne pardonne pas le fait qu'il frappe sa femme, pas du tout. Mais vu que la principale concernée l'a pardonné, qu'il a assumé les conséquences de ses actes, dans la vie, je suis toujours quelqu'un qui donne toujours des deuxièmes chances et je me dis, si la personne concernée l'a fait, nous on est qui pour ne pas le faire. C'est ça. le pardon. Là où il y en a d'autres à qui je vais moins accorder de pardon, par exemple Jeff Hardy, Hulk Hogan, Jeff Hardy, c'est des mecs que je peux pas les pardonner. Jeff Hardy, les problèmes d'addiction, je sais très bien ce que c'est, ça touche tout le monde et tout le monde réagit différemment. Le seul truc, c'est que je ne m'excuse pas de n'avoir jamais assumé les conséquences de ses addictions et d'avoir toujours voulu rejeter les fautes sur les autres. Pendant des années là, ça fait 1 an qu'il assume, c'est bien, mais t'as 50 ans. Je suis désolé, pour moi c'est trop tard. Là où Hulk Hogan, c'est une merde. Mais je suis en retraite, c'est super. Voilà, et t'as fait une twisting dans un ring alors que lui, il t'accorde une autre chance de le battre lui pour un titre à un moment où t'es au plus bas de ta carrière pour t'aider. Tu décides de prendre la coke et d'être bourré dans le ring. Au bout d'un moment, tu mérites aucun respect. Peu importe le nombre de saltos que t'as fait pendant l'attitude Era aussi, l'attitude Ouais, Era aussi. et Génération Ouais, Rousseau Sagration ouais, et tout, je m'en fous. Tu restes un être humain misérable, méprisable, et je te méprise. Et du coup, Amos, du coup, côté, ça tient la vidéo. Jeff Hardy plus que surcoté, moi par contre, c'est le mid-quart d'heure ultime. Il a eu un moment où il a affronté CM Punk, du coup il a été mis en lumière 3 mois, comme ils sont en train de faire avec Jey Uso. Est-ce que dans 10 ans on dira Jey Uso un des plus grands de tous les temps? Oui. Ouais, pardon. Je rigole. Selon ce qui se passe après, on verra. Mais s'il a un parcours une carrière avec le parcours de Jeff Hardy, on dira pas ça. C'est juste Jeff Hardy, il a la nostalgie, le truc et tout. Plus que des femmes. Voilà, c'est ça. Tout ça pour dire, du coup, c'était quoi l'argument de Stone Cold? Ouais. Tu Ce vois, qui se passe dans le ring. c'était très long ce Ce que qui j'ai se dit. passe dans le ring. Ce qui se passe dans le ring. Stone Cold dans le ring, c'est du catch gimmick pur et c'est tout ce que j'aime. Aujourd'hui, le catcheur qui me correspond le plus dans toute la WWE, c'est LA Knight. Oh, j'ai envie de Il correspond à tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, c'est du catch gimmick, c'est de la catch phrase, c'est de la catch phrase, c'est du catch gimmick, ça attrape le public, il fait ce qu'il faut, less is more, il fait ce qu'il faut et c'est suffisant et tu crois en tout ce qu'il fait. Genre là, à LA Knight, Jacob Fatou, tu te dis, il va y avoir un match.
Jey Uso, Jacob Fatu, il n'y a pas de match. Ah, mais- Jey Uso dans le catch gimmick, c'est éteint. Il y aura un Et truc. le live dans du catch gimmick, tu fais difficilement mieux aujourd'hui. Il faut aimer le catch gimmick. Après, Jey Il Uso, faut aimer le catch gimmick. après, Jey Uso, je pense pas qu'il s'attendait à devenir un catcheur qui allait faire entre guillemets du catch gimmick. Et le mec était plus préparé. Totalement, ça fait 20 ans qu'ils se préparent les nights à du catch gimmick, bien sûr. Donc Jey Uso à la base, c'est pas du catch gimmick, Bien c'est sûr. un mec qui fait des gros combats par équipe de très haut niveau. Mais oui, LA Knight, c'est un bon combattant. Ouais. Après, bon, Stone Cold, il a quand même eu des grands matchs. WrestleMania 13, WrestleMania 17, WrestleMania 19, Mhm. tous les affrontements en vrai avec Bret Hart, Ouais, bien sûr. plus tous le Hell in a Cell Armageddon qu'il avait pu faire où ils étaient 40 dans le ring, et la moindre de ses apparitions, en fait, il n'avait pas besoin d'en faire pour impressionner. Bien sûr. C'est comme l'Undertaker, c'est comme The Rock, c'est comme John Cena. Pas besoin d'en faire des caisses pour Oui, bien impressionner. sûr, bien sûr. Et du coup, moi, son ring à Stone Cold, j'ai toujours aimé. La bagarre, il rentre, il tape. C'est un brawler. Dans son body language, en fait, il dégageait un truc qui fait que tu croyais en ce qu'il faisait. Mhm. Et moi, encore une fois, vu que ça fait partie de mon éducation, j'ai grandi avec ce genre de catch, Mhm. ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une vraie appétence pour ça. C'est pour ça que, par exemple, les Nike, je surkiffe, tu vois. En fait, je peux comprendre aussi avec ton avis pourquoi aussi t'es vraiment très investi dans la WWE. En fait, malheureusement, moi, plus le temps passe et moins le terme catch gimmick, etc. On peut plus. Plus je grandis, j'en peux plus, mais Ouais, je pense que c'est un C'est avis que j'ai. générationnel, je pense. C'est- ouais, Parce c'est qu'on- ça. on a grandi avec d'autres fédérations. C'est ça. Moi, j'ai grandi. On En a- tout cas, mon prime de fan de WWE, j'ai grandi que c'était Kenny Omega Okada. Oui. Et j'ai découvert que le catch, ça pouvait durer Et 40-50 AJ minutes. Styles, Samoa Joe, Oui, TNA, exactement. Mais je regardais pas trop la TNA à l'époque. Par rapport à ce que tu dis, tu vois, genre, par exemple, AJ Styles, j'ai détesté pendant super longtemps. Je kiffais Samoa Joe parce qu'il avait un côté plus, même s'il était très technique, Non, il il est était pas plus gimmick. charismatique, je pense. C'est pour ça. AJ Styles, pour moi, c'était l'absence de charisme Ouais, c'est pendant ça. très longtemps, Oui, tu oui, vois. oui. C'est à cause de son vieux dégradé. Alors, C'était possible. moche. Et peu Pardon, importe. pardon. Non, mais il est vieux, cheveux longs, barbu, mais là, Et ce que tu dis, c'est très vrai parce que moi, aujourd'hui, il faut un minimum. de beauté, de Non, plaisir. Alors, il y a ça, mais au niveau du in-ring, tu vois, genre, je vais me contenter de moins si ce moins est crédible. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, t'as pas besoin d'en faire des tonnes pour m'impressionner. Par exemple, un Kenny Omega m'impressionne énormément, Ouais. ou un Will Ospreay, j'en ai marre. Tu vois? Ah, Un Kenny Omega m'impressionne de fou. Ok. Là où un Will Ospreay, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je vois à peu près la même chose. Mais vu qu'il est dans la technicité, il veut toujours faire des choses, en fait, pour moi, c'est un cumul de trop au bout d'un moment où je me dis, là, t'en fais trop, mon cousin. J'avais ce même avis de Will Ospreay dans les fins des années 2010. Mais après, dans la manière dont il a évolué, j'ai vu qu'il était beaucoup plus complet et que même niveau personnage, il se développait un peu plus. Je pense que c'est depuis qu'il a gagné son titre NJPW, il a beaucoup plus développé son personnage et je trouve que là, franchement, ça va. Après- Mais avant, quand il faisait que des saltos, je comprenais et moi, je l'aimais pas trop. Après, en vrai, j'ai pris l'exemple de Will Ospreay. Pour le coup, j'aime bien Will Ospreay, tu vois. Genre, mais là, je vais pas avoir d'exemple en tête, mais en fait, quand un catcheur, j'ai l'impression qu'il en fait trop. Hero des Vikingos, j'ai vu un match contre Kenny Omega. J'avais kiffé Kenny Omega dans le Oui, match. oui, oui. Hero des Vikingos, c'est impressionnant, Oui. mais je le vois faire une deuxième fois, ça m'impressionne Ouais, plus. c'est un J'ai peu plein plus. d'exemples de Jovan Evans à NXT. Les 3 premiers mois, j'étais impressionné par ce qu'il faisait. Aujourd'hui, une fatigue, tu vois. Il fait toujours. En fait, parce que t'as plus l'effet waouh, et du coup, t'as l'impression de revoir toujours les mêmes choses, malheureusement. Du coup, Jovan Evans, j'ai un peu de mal en ce moment. Et c'est pour ça que un catcheur gimmick, ça me suffit. Parce que certes, il va faire ses spots classiques, et les Night Elbow, son code avec ses doigts d'honneur, le stunner et tout. Mais en fait, il me raconte une histoire avec ce move, parce que tu sais que quand il fait ce move, ça induit quelque chose. C'est ça. C'est pas il le fait pour impressionner le public. Ouais. Moi, j'ai besoin qu'on me raconte plus une histoire, qu'on me montre des performances athlétiques dans un ring. Et c'est un parti pris. Hein. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup le catch spectaculaire. Moi, j'aime le catch, on va dire, plus Terre. efficace. Ouais, genre, je préfère regarder un Bret Hart Stone Cold de l'époque. Et encore, que- c'est du travail. Niveau. C'est du très haut niveau, mais tu vois, c'est un truc qui est vachement très terre à terre. Genre, Ah bah oui. là, je dis pas ça pour faire du buzz ou quoi, mais par exemple, le Kenny Omega Will Ospreay à Forbidden Door il y a 2 ans, je l'ai détesté. Ah, moi, j'ai kiffé. Trop long. Ah, moi j'ai kiffé. Trop long. Là, au bout d'un moment, c'était trop, c'est trop. Et pourtant, j'aime bien Kenny Omega. Will Ospreay, il fait des bonnes perfs, mais le Will Ospreay Kenny Omega, j'ai 1000 fois préféré le Kenny Omega Takeshita Okada qui a suivi dans l'année la All Out, je crois. Ce match-là, je l'ai surkiffé. Le Will Ospreay Kenny Omega, j'ai détesté. Moi, Trop long. le- Les 15 premières minutes, la sensation servait à rien. Le match se lance à partir de 15 minutes. Déjà, pourquoi faire? Laisse pas Kenny Omega. Ah oui, Bâtard. c'est pas bien Nas. C'est pas bien Nas. C'est pas bien Nas. C'est pas bien. Un très bon match. J'ai pas dit que c'était un mauvais match, j'ai dit que j'ai pas aimé. J'ai bien aimé, moi.
Je comprends. Non, c'est pas bien ce que tu fais. Moi, j'ai bien aimé les Nike Jimmy Wilson. Ah non, le mec ici. Vous n'êtes pas derrière la caméra, vous n'avez pas vu l'image qu'il nous a donnée, mais bon, si vous étiez sur Twitter, vous savez de quoi on parle. Donc, Non, on parle de quoi? Moi j'ai bien aimé le match, c'est t'as pas tout. vu l'image qu'il a montrée? Non, j'ai pas envie de voir. Bah, regarde pas, parce que t'es en Attends, montre. On faut pas citer de nom. Faut pas. On va name drop. Non, mais j'ai Non, bien ne aimé. name drop pas parce que t'es concerné. J'ai bien aimé le match. Non, C'est mais vrai que je veux plus le regarder. Pour certaines raisons, je peux plus le regarder. Pourquoi ça m'intéresse en vrai? Pourquoi? Vu que t'as kiffé le match, mais là, tu peux plus le regarder. Je continue. Non, d'accord, j'ai capté, pardon. Je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps, excuse-moi. Un regard, tu vois. Un regard, on capté. sait. J'ai capté. Non, on sait. Mais ce match, je comprends pourquoi tu l'as pas aimé. Par contre, je comprends pourquoi tu l'as pas aimé parce qu'il y a beaucoup de spots. Il y a Ouais. énormément de spots. Trop, ou au point, je me dis, le catcheur est surhumain. Oui, c'est ça. Genre, par exemple, l'overbooking de. J'ai oublié son nom, Don Callis, Ouais. qui donne le truc Tournevis. à Tournevis. Screwdriver, hein. C'est trop. Ouais. Il n'y avait plus besoin de ça. Mhm. Déjà, il venait de traverser les enfers. Mhm. Pourquoi tu rajoutes ce truc-là de finalement, il lui a fait traverser les enfers, mais il est obligé d'utiliser ça. J'ai pas aimé, tu vois. Après, en fait, si tu mets Kenny Omega et Will Ospreay, ces deux artistes générationnels, tu peux pas avoir un match comme les autres. C'est pour Ouais. ça qu'il est très particulier. Je comprends. C'est Godzilla et King Kong. Je comprends. Ouais. En termes d'aura à niveau in-ring, Ring, ouais. c'est Godzilla et King Kong. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être un peu C'est comme borderline. Superman. Ouais, bah oui, ça. c'est pour ça que, tu vois, Batman contre Superman, il y a des moves, ils sont en l'air, nanana, Ouais, ils vont dans l'espace, ils vont Eh n'importe ben, c'était quoi. pareil, c'était un bordel. Ce match, c'était un bordel. Mais bon, on a répondu à la question. Ouais. John Cena n'est pas le GOAT du catch. À vous de Pour vous toi, batailler. aussi. Non. Ah. Ah oui, si. Pour moi, oui. Mais parce que Pour moi, nous c'est deux, subjectif. T'en es pas sûr. Je suis pas sûr. Et- Pour lui, oui. Pour Nico, non. Et toi, Pour non. moi, non, un contre-cœur. Voilà. Donc, bataillez-vous dans les commentaires. Est-ce que je suis pas triste. Hein. Est-ce que pour vous, John Cena est le GOAT du catch, mais tout, hein, pas WWE, parce que sinon c'est trop facile et ça sert à rien. À vous de le dire. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Et d'ici là, à la prochaine. Merci beaucoup, Nico TV, pour la participation. Merci pour l'invitation, les gars, ça fait plaisir. Merci. Merci. Ciao.